Quand on a détruit la santé, on a détruit l'éducation, on a détruit le Congo. Et aujourd'hui, on revient à cette question, on vend les terres. Quand vous n'avez pas de terre, quand vos terres ont été vendues, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À disparaître. Donc cette jeunesse aujourd'hui, qu'on expose à tous les maux au niveau de notre pays, est une jeunesse qui est sacrifiée. Vous voyez? On parlera des emplois. Parce que non seulement ils ne sont pas formés, non seulement ils ne sont pas soignés, mais encore ils n'ont pas d'emploi. Le CES a un projet politique, un projet économique, un projet social. Il y a un rectorat qui est mis en place, qui travaille énormément sur le projet politique du CRC. Mais ça, peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Nous avons besoin aujourd'hui de créer les conditions pour que ces jeunes sachent qu'il y a autre chose à faire avec d'autres personnes que ceux qui vivent aujourd'hui avec le régime en place. Il faut donc que nous nous connections, qu'ils écoutent les messages, qu'ils essaient de suivre. Nous ne le faisons pas par égoïsme, par volonté nécessaire de diriger ou de nous mettre au-dessus de qui que ce soit. Nous le faisons parce que c'est une obligation pour nous de laisser à ce pays, à cette jeunesse, à ce Congo, des gens capables de vivre aisément. Sinon, ils viendront pisser sur nos tombes. Ceux qui sont là ne savent pas, s'imaginent pas la colère des jeunes qui ont abandonné aujourd'hui. Demain, puisqu'ils partiront, de gré ou de force, ils partiront. Quand ils partiront, ceux qui pourront se sauver pour aller à l'étranger, encore qu'il y aura des procès certainement, mais ceux qui vont rester sur le territoire, les jeunes iront pisser sur leur tombe. Toutes les richesses qu'ils ont mis en place aujourd'hui seront certainement récupérées par les jeunes. Donc les jeunes, avec eux, le seul moyen, la seule façon de les mobiliser, c'est de parler avec eux, de discuter, de réseauter. Sur le territoire national, le régime fait tout pour bloquer tout moyen de communication avec eux, parce qu'ils savent que ce message que nous pouvons envoyer, que l'organisation que nous sommes en train de mettre en place, que la volonté de vaincre le mal qui est sur le territoire national va être fatale pour eux. Mais on y arrivera. C'est une question existentielle. Si nous ne le faisons pas, c'est une disparition totale des Congolais qui est à l'horizon. Et nous ne voulons pas porter la responsabilité, que ce soit nous qui sommes en résistance ou eux qui sont aux commandes et qui détruisent ce pays. Nous ne voulons pas porter la responsabilité de la disparition du Congo. Bon, colonel, c'est une question, mais de toute façon, elle est facultative. Vous pouvez répondre ou non. J'ai suivi et j'ai réécouté certaines vidéos sur Denis Sassou Nguesso lorsqu'il était à l'opposition. Il aimait bien à dire « je suis un général ». Je suis un général et si ça ne marche pas, je porterai mes galons. Quand j'ai dit ça, vous êtes soldat, vous êtes colonel des FAC. Vous avez compris ce que cela veut dire. Et la question qui nous revient souvent, et c'est ce qu'on a, je ne sais pas si c'est à tort ou à raison, que certains ont reproché au colonel, au général plutôt, Jean-Marie Michel Mokoko, c'est de dire, mais attendez, est-ce que, quoi, il pensait que par une élection, Sassou pouvait lui laisser le pouvoir, et quand il s'est présenté, les gens se sont dit, bon, comme c'est un général, comme ça ne va pas marcher, j'espère que lui aussi portera ses galons. Pourquoi vous, colonel Simon-Pierre Moussunda, pourquoi vous ne me laissez pas porter vos galons? Il s'agit pour nous de créer les conditions d'un changement coercitif, c'est inévitable. Nous ne croyons pas à un changement pacifique. Nous ne croyons pas à un dialogue. En 1999, à Libreville, nous l'avons conduit presque de bout en bout. On avait exigé contre la délégation qu'il avait envoyée à Libreville qu'il puisse y avoir l'article 13 qui parlait de ce dialogue. Pour nous, les Congolais devaient s'asseoir, discuter, tourner une page qui date depuis les années 60 pour passer à autre chose. Il n'a pas compris. Et comme on parlait de l'économie, même sur le plan de la sécurité, il n'a pas compris. Il a pris ça pour une victoire. Et donc, nous disons que les conditions sont en train d'être créées. C'est maintenant, comme on le dit, qu'il faut que nos frères d'armes, ceux qui sont généraux aujourd'hui, ce n'est pas leur faute qu'ils ont été nommés généraux, encore que bon, on ne sait jamais. Les colonels, les sous-officiers, les officiers, les hommes de rang, c'est maintenant qu'il faut réfléchir au changement inévitable, radical, qui permet au Congo de rebondir et à vous de continuer à vivre décemment dans un environnement sain. Sinon, ça va être très, très mauvais.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous compter parmi nous sur RCT. Merci de suivre ce spécial lecture du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC, sur la situation socio-économique, politique et sécuritaire brûlante du Congo-Brazzaville. Avec moi sur ce plateau pour conduire cette interview, Georges Goma Gakissa. Bonjour Georges. Bonjour Christian. Merci. Nous avons pour invité le colonel Simon-Pierre Moussunda, coordonnateur du CRC. Bonjour mon colonel. Bonjour, Monsieur Christian Perrin. Bonjour, Monsieur Georges Goma. Et heureux de vous retrouver sur cette chaîne de la Renaissance du Congo et de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes colonel des forces armées congolaises en exil, ancien enfant de troupe de l'école militaire préparatoire, général Leclerc, ingénieur des télécommunications, ancien international congolais de handball, écrivain prolifique, on peut citer comme ça pêle-mêle quelques-uns de vos ouvrages, Le paradis de la griffure, L'ombre, le tropique, Les rêves, le céphale. Bref, vous êtes actuellement à la tête d'une plateforme associative, le Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire où est situé le CRC? À l'opposition politique, c'est-à-dire un parti politique de l'opposition, ou dans la résistance? Sinon, nous rappeler, c'est quoi concrètement le CRC, le Congrès pour la Renaissance du Congo? Alors, merci bien pour cette première question et je commencerai par dire que le Congrès pour la Renaissance du Congo CRC est une plateforme politique, associative, je dirais même mieux. Ce n'est pas un parti politique, comme ça c'est clair dès le départ. Ce n'est pas un mouvement militaire, ce n'est pas un parti politique. C'est une association qui a pris naissance en France pour des raisons de sécurité, mais qui aurait pu naître sur le territoire national. Et donc l'objectif est de mettre fin à un système politique destructeur de notre pays, le système en place depuis près de 65 ans. Donc le CRC n'est pas un parti politique, c'est une plateforme associative qui comprend des activistes congolais situés au Congo-Brazzaville dans les 12 départements prioritaires, qu'on retrouve également dans nos diasporas, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie. Et chacun, là où il se trouve, agit selon le programme et les objectifs que nous sommes assignés et que nous aurons l'occasion de vous rappeler au moment opportun. Alors, vous appelez souvent les Congolais à un sursaut patriotique et d'œuvrer à la libération du Congo-Brazzaville, des mains d'un groupe que vous qualifiez souvent de criminels et des mafieux. Est-ce une manière pour vous d'en appeler à l'application de l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que je me fais d'ailleurs le devoir de rappeler ici? Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, nous allons y revenir tout à l'heure sur le volet vente des terres du Congo au Rwanda, la sûreté, dans le volet bien entendu, insécurité généralisée au Congo-Brazzaville et la résistance, y compris par la force, à l'oppression. L'oppression, c'est ce que semblent vivre désormais les Congolais sous le régime Sassou Nguesso. Ma question, c'est de savoir sous quelle forme entendez-vous agir contre ce régime qui visiblement ne respecte aucune loi. Merci bien, Monsieur Christian. Je commencerai par rappeler que le CRC est un mouvement de résistance. Quand je dis que ce n'est pas un parti politique, donc on ne peut le situer ni à l'opposition, encore moins la majorité, serait une insulte pour nous. Nous sommes un mouvement de résistance. Donc l'objet et l'objectif principal est d'acter, pour être gentil, sinon mettre fin à ce régime dont on connaît les dégâts. On en parlera tout à l'heure. Et nous estimons que la mission revient à l'ensemble des Congolais, qu'il faut organiser à l'intérieur comme à l'extérieur pour accomplir cette tâche qui incombe en ce qui nous concerne à deux démarches combinées. Une démarche populaire, c'est-à-dire que le peuple, tel que ça se passe aujourd'hui, qui s'organise, se lève, prend ses responsabilités et dans un encadrement politique et associatif plutôt, essaie de mettre en place un système pour mettre ce monsieur dehors. Quand je dis ce monsieur, je parle de lui et de son système. Généralement, je ne prononce pas ce nom pour ne pas lui faire honneur, mais il s'agit bien du dictateur qui dirige à Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso et toute sa clique et sa bande. Mais il est évident que par le passé, on a constaté qu'est-ce qu'il fait quand il a affaire au peuple, mais il envoie ses troupes. Et pour que ces troupes ne soient pas exposées à la violence, à la brutalité d'une force publique qui n'en est plus une, parce qu'en réalité, la force publique a été complètement démembrée, abandonnée au profit des unités présidentielles. Et nous travaillons également pour qu'en face de lui,
s'organisent, opèrent des gens qui ont la capacité de riposter, de protéger nos populations. Et c'est pour ça que nous appelons souvent la force publique à exécuter la mission qui est la sienne, qui est constitutionnelle, à savoir protéger les populations contre toute forme de dictature et de privation de liberté. Leur mission n'est pas d'accompagner la dictature contre les populations parce qu'elle finit par se terminer, cette dictature. Elle finira par se terminer. Donc voilà un peu comment je peux décrire notre mission. Et ça sera donc un volet important de nos échanges. Je vous décrirai à peu près ce que nous avons derrière, comment nous comptons le faire, quand nous allons le faire éventuellement, et qu'est-ce qu'il y a après. Parce que quand vous voulez casser une maison, parce que vous estimez qu'elle est mauvaise, qu'elle sointe, qu'elle est pleine de souris, ben, il faut montrer à ceux qui y habitent la maison suivante, ou comme les plans que vous allez mettre en place pour construire la nouvelle maison. Mais ça, nous en parlerons certainement dans la suite de nos interviews. Merci, mon colonel. Alors, je vais donc laisser Georges Goma Gakissa conduire le prochain volet, le tout premier volet, en fait, parce que là, c'était encore quelques questions d'échauffement, comme qui dirait. Et il va donc, je crois, commencer par le volet jeunesse. Georges Gakissa. Merci, Monsieur Christian Perrin. Mais avant de passer à ce volet, donc l'état de la jeunesse congolaise, je voudrais quand même rebondir sur la première question d'échauffement dont tu as parlé, et si tu me le permets, Christian. Alors, le colonel Moussunda souligne qu'il s'agit de la résistance, et je pense quand même qu'il faut rappeler que le régime dictatorial qui s'est installé en riposte par rapport à un système démocratique de Pascal Lissouba, qu'ils ont critiqué de ne vouloir faire de la démocratie. Et qu'il faut souligner aussi que depuis qu'ils sont arrivés en 1997, ça fait exactement 27 ans que ce régime-là est installé. Et donc, colonel, vous me direz si je me trompe, donc le concept de la résistance se justifie parfaitement parce qu'après 27 ans, l'État du Congo, le Congo est dans un état de délabrement avancé sur tout le plan, comme on va le voir tout de suite. Alors, je pense que ce n'est pas une question, je voudrais quand même aussi souligner cet aspect de la chose. Alors, une fois de plus, merci colonel d'avoir accepté notre invitation. Nous commençons par la jeunesse. La jeunesse, dans toutes les sociétés, c'est le creuset de cette société. Et donc, ça représente l'avenir. C'est une force vive dans un pays. Quel est l'état de cette jeunesse aujourd'hui? Est-ce que c'est une jeunesse qui est confiante par rapport à son avenir? Sinon, pourquoi cette jeunesse ne croit plus en l'avenir du Congo-Brazzaville? Merci beaucoup, M. Georges Goma. Je commencerai par dire que, tout père de famille, hein, nous sommes, nous avons des enfants, enfin, majoritairement. Et ce que nous faisons, tout ce que nous menons comme activité sur Terre, c'est généralement pour créer les conditions de la survie et pour céder à ces enfants des conditions d'un environnement pour qu'ils vivent bien, qu'ils profitent de la vie, de la société, de l'environnement dans lequel ils sont. Et donc, si nos enfants ne peuvent pas continuer la vie qu'on a menée, si on ne cède pas à ces enfants un environnement sain pour qu'ils vivent aisément, à la limite, nous sommes des criminels. Et ça, on peut le constater, y compris même au sein des églises, au sein de la parole divine. Si vous ne cédez pas à vos descendants ce qu'il faut pour qu'ils vivent bien, vous êtes un criminel. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui, a réuni toutes les conditions pour détruire sa jeunesse. Sa jeunesse qui, d'ailleurs, il faut le dire, de façon générale en Afrique, constitue la grande majorité, largement la grande majorité de cette population. En tout cas, en Afrique, près de 80%, 75% des jeunes ont moins de 30 ans, sinon encore moins. Et si nous voulons demain que le Congo puisse devenir un État moderne, au-delà du Congo, même de l'Afrique, nous sommes obligés de travailler pour que nos jeunes, nos enfants et nos petits-enfants qui arrivent derrière trouvent des conditions de vie qui leur permettent de transmettre à leurs successeurs, donc à leurs enfants et leurs petits-enfants, une vie décente. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui au Congo-Brazzaville? Vous voyez bien que déjà, le premier legs qu'on doit faire à un enfant, c'est un environnement sain. Le Congo est pourri. Pourquoi on dit qu'il est pourri?
tout ce qu'on devait retrouver, tout ce qu'on devait mettre en place comme moyen de travail, comme condition de vie, que nous avons, nous, hérité parfois de nos aînés. Tout à l'heure, vous avez rappelé que j'étais un ancien enfant de troupe, que j'ai joué en balle dans l'équipe nationale. Mais je ne l'aurais jamais été si le Congo n'était pas un pays, ne m'avait pas offert la possibilité d'aller à l'école d'enfants de troupe. De la même manière que tous les autres, nous étions 60. Moi, je viens de Dolisie. Quand on a proclamé le concours, d'ailleurs, je ne m'attendais même pas à être admis. Mais en ce temps-là, s'il fallait prendre les enfants des dignitaires, prendre les enfants des généraux, des ministres et des présidents de la République, je serais certainement à Dolisie en train de... J'aurais une activité autre que celle que je mène aujourd'hui. Vous voyez? Donc, la première mission du Congo, c'est de réunir les conditions pour que nos enfants aillent à l'école. Or, aujourd'hui, le système de l'éducation totalement détruit. Et cela, ce n'est pas depuis l'indépendance, même si on peut critiquer les legs de l'indépendance, cela essentiellement à partir des années 90, sinon 2000. On a détruit l'école. Quand vous détruisez l'école, vous détruisez le savoir. Quand vous détruisez le savoir, vous ruinez la capacité de l'homme à créer, à inventer, à organiser la société. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place, le Congo tout au moins a mis en place un système pour fabriquer des bandits. Et donc on constate, sur le plan sécuritaire, certainement qu'on viendra, des bébés noirs, des koulounas, des actes que nous ne comprenions pas, auxquels nous ne pensions pas il y a quelques années quand nous étions jeunes. Voilà. L'éducation est totalement détruite. Mais ça, on peut, je n'invente rien. Les Congolais le savent. En le disant, je mets quiconque qui soit capable de dire que je mens. Le deuxième volet, c'est la santé. Un homme qui n'est pas en bonne santé ne peut pas produire, ne peut pas réfléchir, ne peut pas concevoir, et ne peut pas gérer la famille, ne peut pas gérer son État, l'État de façon générale. Or, qu'est-ce que la santé au niveau du Congo aujourd'hui? La santé est totalement détruite. Quand on a détruit la santé, on a détruit l'éducation, on a détruit le Congo. Et aujourd'hui, on revient à cette question, on vend les terres. C'est-à-dire qu'un homme qui veut vivre, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur la terre, il y plante, il va dans les mers, dans les fleuves, il pêche, il va dans les forêts, il fait la chasse. Enfin, ça c'est la vie primitive, la vie de départ. Quand vous n'avez pas de terre, quand vos terres ont été vendues, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À disparaître. Donc cette jeunesse aujourd'hui, qu'on expose à tous les maux au niveau de notre pays, est une jeunesse qui est sacrifiée. Vous voyez? Bon, on parlera des emplois. Parce que non seulement ils ne sont pas formés, non seulement ils ne sont pas soignés, mais encore ils n'ont pas d'emploi. J'ai des amis officiers qui jusqu'à aujourd'hui ont dans leur maison les enfants et les petits-enfants. Avec sa maigre pension, il est obligé de les soigner et il arrive parfois des réactions. Bon, je ne les soulève pas pour ne pas mettre en mal ses amis auxquels je fais allusion. Mais ces jeunes, ou ces ex-jeunes, parce qu'ils ne le sont plus, ils étaient jeunes hier, ils ont grandi, ils ont 30, 40 ans aujourd'hui. Et évidemment, ils ont des enfants. Ils vivent chez papa, chez maman. Ils n'ont jamais travaillé. Ils sont à quelques années de la retraite avant d'avoir travaillé. Qu'est-ce qu'ils peuvent penser du Congo? Évidemment, mais bon, colonel, puisque vous abordez déjà la jeunesse et vous parlez même du chômage qui est endémique au Congo-Brazzaville, et ça tout le monde le sait, je crois que même le gouvernement congolais en a conscience, puisque dans son compte rendu du 18 janvier dernier, donc le 18 janvier 2024, le gouvernement congolais avait annoncé 15 000 emplois identifiés pour la jeunesse congolaise et 90 000 autres à créer. Bien entendu. Alors, nous sommes déjà à 5 mois, nous sommes au mois de mai, malheureusement. Alors, les jeunes qui sont frustrés de ce énième mensonge tentent un peu de faire pression à ce gouvernement par des marches pacifiques, malheureusement réprimées. Quels commentaires vous inspirent de telles réponses du gouvernement congolais face à une jeunesse qui ne demande que de l'emploi? C'est l'occasion de constater l'incompétence, déjà, de ce gouvernement. Mais le gouvernement est incompétent parce qu'à la tête de ce gouvernement, à la tête de l'exécutif congolais, il y a un président, un dictateur, qui de mon point de vue n'est pas sa place, qui est incompétent. Il y a un général
un aîné, enfant de troupe également, le général Mukoko l'a traité d'incompétent. Je pense, au début, je me disais, bon, il est assez méchant avec son ancien chef, mais finalement, il avait totalement raison. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. L'état actuel du Congo, de la jeunesse, des emplois, relève d'une incompétence gravissime. Ensuite, il y a le mensonge. C'est un gouvernement de menteurs, de roublards, qui font des promesses auxquelles ils ne croient pas eux-mêmes. En 2009, ils avaient promis 40 000 emplois. 2009-2024, ça fait à peu près 15 ans. Et ils ne se sont même pas gênés, ils n'ont jamais fait le point. Pour eux, c'est normal qu'ils disent, je ne sais pas si c'est sous l'effet de l'alcool, qu'ils disent qu'ils fassent des promesses, et l'année passe, les années passent, ils n'ont même pas le toupet de rendre compte, d'expliquer les difficultés qu'ils ont connues pour ne pas offrir à ces jeunes ce qu'ils ont promis. Là, l'année 2024 a été déclarée outrageusement année de la jeunesse. Combien d'années de la jeunesse faut-il? Et puis ces discours, ces promesses, cette espèce de déclaration publique sur des choses que vous ne maîtrisez pas, que vous ne faites pas, c'est tellement irrespectueux que j'avoue que la jeunesse congolaise est patiente. Ailleurs, je pense que serait dehors aujourd'hui. Colonel, vous parlez de cette jeunesse qui n'est pas formée. Vous parlez de cette jeunesse qui est en mauvaise santé. Vous parlez de cette jeunesse qui est désœuvrée. Alors, ma question, c'est de savoir un peu le CRC, comment est-ce qu'avec tout ce que vous dites, qui est une perspective intéressante pour cette jeunesse-là, puisque vous focalisez sur cette jeunesse, quelles sont les conditions, comment faites-vous pour que ces jeunes adhèrent à votre discours? Mais avant que vous ne me répondiez, colonel, je voudrais quand même souligner quelque chose aussi. Alors, cette jeunesse qui n'est pas prise en charge du tout, vous l'avez bien décrit, mais c'est encore cette jeunesse à qui les responsabilités du régime en place, avec ce qu'on va dire par la suite, qu'est-ce qu'on fait des deniers publics, c'est à cette jeunesse-là qu'on veut léguer toutes les turpitudes du régime en place, en parlant, n'est-ce pas, des 14 000 milliards, on va revenir, mais aussi en parlant de cette dette-là, qui aujourd'hui, on nous dit qu'elle est à 99% du PIB. Donc, vous comprenez très bien que des gens prennent sciemment de l'irresponsabilité à endetter le pays malgré toutes les séries d'annulations de la dette qu'il y a eu tout au long de l'histoire. Et c'est cette dette-là que ces personnes irresponsables veulent léguer demain sur ces jeunes-là qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève de ce qui se passe aujourd'hui. Alors, je reviens sur ma question. Qu'est-ce que vous faites pour que la jeunesse congolaise puisse comprendre et adhérer, n'est-ce pas, à votre discours au CRC? Vous savez, la seule façon de discuter avec quelqu'un, c'est d'échanger, de parler, tel que nous le faisons aujourd'hui avec vous. Et aujourd'hui, ce qu'il faut envers ces jeunes, c'est échanger, discuter avec eux. Or, pour discuter, pour échanger, il faut les former. Vous voyez bien, dès le départ, tout est vicié. Les jeunes qui ne sont pas formés ont du mal à accéder à la connaissance, accéder à l'échange. Accéder à l'échange. Dans tous les cas, ce que nous avons comme solution aujourd'hui, c'est forcer la porte, forcer la main, discuter et se faire écouter. Oui, le CRC, on peut dire tout ce qu'on pense de ce pays, de ce qui est présenté par les gouvernants. Le CRC a un projet politique, un projet économique, un projet social. Il y a un rectorat qui est mis en place, qui travaille énormément sur le projet politique du CRC. Mais ça, peut-être qu'on reviendra dessus un peu plus tard. Nous avons besoin aujourd'hui de créer les conditions pour que ces jeunes sachent qu'il y a autre chose à faire avec d'autres personnes que ceux qui vivent aujourd'hui avec le régime en place. Il faut donc que nous nous connections, qu'ils écoutent les messages, qu'ils essaient de suivre. Nous ne le faisons pas par égoïsme, par volonté nécessaire de diriger ou de nous mettre au-dessus de qui que ce soit.
Nous le faisons parce que c'est une obligation pour nous de laisser à ce pays, à cette jeunesse, à ce Congo, des gens capables de vivre aisément. Sinon, ils viendront pisser sur nos tombes. Ceux qui sont là ne savent pas, s'imaginent pas la colère des jeunes qui ont abandonné aujourd'hui. Demain, puisqu'ils partiront, de gré ou de force, ils partiront. Quand ils partiront, ceux qui pourront se sauver pour aller à l'étranger, encore qu'il y aura des procès certainement, mais ceux qui vont rester sur le territoire, les jeunes iront pisser sur leur tombe. Toutes les richesses qu'ils ont mis en place aujourd'hui seront certainement récupérées par les jeunes. Donc les jeunes, avec eux, le seul moyen, la seule façon de les mobiliser, c'est de parler avec eux, de discuter, de réseauter. Sur le territoire national, le régime fait tout pour bloquer tout moyen de communication avec eux, parce qu'ils savent que ce message que nous pouvons envoyer, que l'organisation que nous sommes en train de mettre en place, que la volonté de vaincre le mal qui est sur le territoire national va être fatale pour eux. Mais on y arrivera. C'est une question existentielle. Si nous ne le faisons pas, c'est une disparition totale des Congolais qui est à l'horizon. Et nous ne voulons pas porter la responsabilité, que ce soit nous qui sommes en résistance ou eux qui sont aux commandes et qui détruisent ce pays, nous ne voulons pas porter la responsabilité de la disparition du Congo. Le monde est brutal aujourd'hui. Le monde est violent aujourd'hui. Le monde est prédateur aujourd'hui. Nous voyons comment ça se passe à l'est de l'Europe. Nous voyons comment ça se passe au Moyen-Orient. Nous savons comment ça se passe en Amérique latine. Et en Afrique de l'Est, nous avons un voisin RDC. Si nous ne prenons pas des mesures, mais des mesures urgentes, des mesures difficiles, mais des mesures qui doivent nous aider à arrêter le désordre actuel au niveau national, le Congo est voué à la disparition, y compris les enfants de ceux qui se croient à l'abri de cette disparition. Et ça, nous ne l'accepterons jamais. Vous avez dit, colonel, je retiens cela, que les enfants iront pisser sur leur tombe. Je vais rappeler, puisque les Congolais connaissent cette rhétorique-là. Cette rhétorique est sortie, évidemment, des cadres du régime qui est en place aujourd'hui. Je vais me garder de citer les noms, mais qui ont dit ceci, que le jour où nos enfants sauront ce que nous avons fait de mal pour ce pays, eh bien, ils iront pisser sur nos tombes. Ça, je pense quand même que de temps en temps, il faut rappeler ça aux Congolais pour comprendre que ce qui se fait aujourd'hui, le sabordage, le siphonnage des biens publics au Congo-Brazzaville est une intention délibérée du régime en place de détruire le Congo-Brazzaville. Quand je dis qu'ils iront pisser sur les tombes, je suis gentil. Il y en a qui iront brûler les tombes parce qu'ils auront tout perdu. Quand vous prenez ma vie, parce qu'on leur prend la vie, quand vous me prenez la vie, je m'autorise à commettre des actes qui peuvent sortir de l'humain. Mais j'espère qu'ils en sont conscients. Évidemment, mon colonel, dans le même sillage, il y a déjà des brigands, c'est ce qu'on apprend, qui ont commencé à les dévaliser même dans leur villa parce qu'ils savent que finalement, ils gardent tout l'argent dans les villas. Ils ont thésaurisé en fait tout l'argent des Congolais. Et vous rappelez tout à l'heure, en 2009, 40 000 emplois avaient été promis, rien n'a été fait. Il y a également une promesse de 2020 où on promettait le recrutement de 2000 enseignants. J'annonce donc que le gouvernement procédera dès 2020 à la reprise des recrutements des services sociaux et prioritaires dans l'enseignement en vue d'amorcer l'augmentation et le renouvellement progressif d'un corps enseignant en déficit de formateurs de métiers. C'est ainsi que près de 2000 jeunes enseignants sortis des écoles normales seront intégrés à la fonction publique en 2020. Le gouvernement conduira avec rigueur et équité cette opération pour éviter le recrutement d'une armée de favorisés en lieu et place des enseignants de métier. Et voilà, nous sommes en 2024, rien n'a été fait. On voit les enseignants comment ils déambulent en fait dans les rues en train de réclamer évidemment, de revendiquer leur intégration à la fonction publique. Alors, vous avez probablement suivi aussi qu'en début du mois de mai, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, qui est à la tête donc de ce gouvernement qui a promis 100 000 emplois aux jeunes, il y a 5 mois de cela, et qui n'arrive finalement pas à les réaliser. Alors, dans une récente déclaration, là aussi je crois que vous l'avez suivi,
Est-ce que vous savez que c'est parce que nous, on a cru à tel modèle économique dans votre intérêt que nous n'avons pas eu suffisamment de ressources pour régler ces problèmes au rythme où vous les cherchez? Il dit finalement qu'ils avaient cru en un modèle économique dont ils n'ont pas eu suffisamment les moyens pour réaliser ce modèle et pour régler ces problèmes. Entendu par là que même les 100 000 emplois qui avaient été promis ne seront finalement plus réalisés. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que il y a 14 000 milliards. Tout à l'heure, Georges Goma venait de le rappeler, 14 000 milliards de francs CFA, l'équivalent de 26 milliards de dollars américains, du fonds de génération, des générations futures, qui ont été dilapidés comme ça. À ce jour, personne n'a été interpellé, personne ne sait où sont passés donc les 14 000 milliards qui équivalent évidemment à 8 ans du budget congolais. Où va l'argent des générations futures? Si des générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures et gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Très bien. 8 ans de budget congolais. Et à côté de cela, nous avons une autre révélation de Mathias, dont cette fois-ci, c'est quand même l'ancien ministre des Finances, qui révélait que 5 dignitaires du régime Sassou Nguesso, il faut dire le régime de Brazzaville, qui ont planqué 16 milliards, je répète bien 16 milliards de dollars de l'argent congolais dans une banque chinoise. Et lorsque nous faisons les petits calculs, c'est autour de 9 600 milliards. Je répète, 9 600 milliards de francs CFA, de l'argent public congolais planqué dans une banque chinoise. Ceux qui ont des comptes justifiés par des milliards, je connais, tout à l'heure dans l'hôtel, on a dit 5 Congolais ont 16 milliards de dollars en dépôt dans les comptes d'une banque chinoise. Il y a même un seul Congolais qui a un compte de 175 milliards au Nigeria. Mais quand un Congolais va acheter un immeuble de 75 milliards de francs CFA, où est-ce qu'il a eu ça, même s'il est ministre? Il a eu ça où? C'est ça la réalité de notre pays. Donc, ce que nous pensons d'affaires efficaces, ça c'est de l'amusement qui cache la réalité. On veut mettre à pour dire que le gouvernement sévit alors que les grands détourneurs sont ailleurs. Vous savez, non? Tout ce qui appartient à l'État qu'on vend, l'argent va où? Qui a donné l'autorisation? Vous voyez? Mais la grande rumeur dit, vous voyez, quand vous êtes au trésor, il y a un port là où on construit un mur là. Ça a été vendu, semble-t-il, à 100 milliards de francs CFA. Cet argent-là n'est pas rentré au trésor. Il est où? Et pour qu'on reste impuni, je vous ai déjà dit dans cette salle, tous les exploitants forestiers payent une taxe qui varie de 5 à 7%. Et chaque année, cette taxe-là rapporte 7 milliards de francs CFA. Mais ça ne rentre pas au trésor, il n'y a aucune trace au trésor. Et là encore, je vais rappeler, la question elle est longue, mais elle vaut la chandelle, parce qu'il y a avant cela 6 autres dignitaires qui ont planqué 5 500 milliards de francs CFA dans les paradis fiscaux. Et là, on peut les citer, il y a Denis Christel Sassou Nguesso, Lucien Ebata, Rodolphe Adada, vous avez Monsieur Ndongo, Gilbert Ndongo qu'on appelle, il y a également il y a Denis Christel Sassou Nguesso, voilà, et Jean-Richard Bruno Itoa. Les 6 ont planqué 5 500 milliards. Je ne dis pas 1,5 milliard, mais 5 500 milliards de francs CFA. Alors, lorsque Koliné Bakosso vient dire que le gouvernement congolais ou le régime de Brazzaville n'a pas eu suffisamment les moyens pour réaliser ce modèle économique, quel commentaire vous inspire un tel comportement? Ce genre d'information ailleurs aurait créé des troubles, des révolutions, aurait coûté des vies humaines, des morts. On ne parle pas de millions,
encore que si on parlait des millions, c'est déjà assez grave, on parle de milliards. Vous vous rendez compte des chiffres qui sont annoncés? 9 600 milliards de francs CFA. L'équivalent de beaucoup d'années du budget national. Et vous avez en face des gens, une jeunesse, un peuple qui n'a pas le minimum vital. L'éducation, la formation, manger. Parce que nous parlons de l'éducation, nous parlons de la formation, mais on oublie le premier moteur de la vie, le premier élément moteur de la vie, c'est manger. Comment peut-on traiter ce genre de personnes, ce genre de gouvernement, ce genre d'autorité, qui d'ailleurs continue à mentir? Quand j'écoute le colonel Makosso, je n'ai même pas envie de faire un commentaire de ce qu'il raconte, parce qu'il n'y croit même pas. Je suis sûr que vous le prenez en privé. Monsieur Makosso, venez, fermez les portes, fermez les fenêtres. Est-ce que vous croyez ce que vous dites? Il dira non, laisse comme ça. Il n'y croit pas. Aucun d'eux ne croit en ce qu'ils font. Vous voyez, des criminels, une association de criminels, de brigands, de bandits politiques qui se mettent ensemble, détruisent le pays, créent les conditions de l'excession d'une jeunesse. Malheureusement, bon, pour le moment, personne ne prend l'initiative de faire comme les taureaux, de préparer les cônes, aller la tête baissée dans le ventre de ces gars-là. C'est criminel. Non, évidemment, dans la même veine. Excusez-moi, je vais compléter, pardon, dans la même veine, nous avons aussi à rappeler les révélations faites par un expert congolais, je parle ici d'Alphonse Maboussou, qui nous disait sur ce même plateau que finalement, de 2000 à 2021, le régime Sassou a dilapidé 133 000 milliards. 133 000 milliards de francs CFA, de quoi faire finalement le Congo un petit Qatar, c'est le cas de le dire. Et mais curieusement, aujourd'hui la dette du Congo est repartie à 99%. Déjà, Georges l'a rappelé tout à l'heure. Et lorsqu'on a établi le budget 2023, il a été fait sur la base de $60 le baril. Or, nous savons que le baril, depuis presque 3 ans, se vend entre 80 et $100. Donc, il y a un gap. Il y a beaucoup d'argent qui entre depuis là. Déjà, on n'en parle même plus. Et comment expliquer que le Congo, finalement, se retrouve encore avec une dette qui, soi-disant, était passée à 91%, selon les dires d'Anatole Koliné-Makosso, il était interviewé par une chaîne étrangère, et que la dette, au lieu de baisser à 70%, est remontée finalement à 99%. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent du pétrole? Vous savez que le Congo est le 3e producteur de pétrole d'Afrique noire. Mais on est sur le pétrole, on aurait pu aller ailleurs. Hein? On aurait pu parler du bois, on aurait pu parler de l'or. Juste une anecdote. Vous savez qu'à Mbinda, où on exploite de l'or, les populations locales échangent en monnaie chinoise. Je sais que ça rentre pas dans nos oreilles, on a du mal à l'accepter. Même moi, je ne comprends pas, mon colonel. Vous êtes en train de dire, c'est-à-dire comment ça se passe là? Vous allez à Mbinda, vous allez à Mbinda, Mayoko, dans ces zones. Il y a de l'or. Et le ministre des Mines, avec beaucoup d'autres, exploite là-bas. Voilà un autre volet auquel on peut s'intéresser pour voir le banditisme qui s'y déroule. Et bien là-bas, quand les mamans veulent acheter du manioc chez la voisine, ou acheter du pain, enfin, le pain, c'est pas si là-bas, la monnaie utilisée, c'est la monnaie chinoise, le yuan. Et quand vous leur posez la question, je veux le dire à Kikongo, comme ça, ce qui est, après on traduira, et même, il y a une bonne yabanani. Ah, vous avez. Mais il y a une bonne yaban chinois. Mais il y a un chinois, il y a un peu façon, il y a un peu avec Niawa. Parce qu'il y a un yai. Parce que souvent, il y a un yai. Mama, oyo mbongo nini? Ils ont mbongo ba chinois. Mais n'importe besoin d'utiliser mbongo ba chinois. Ah, wabi soto to lia kaka na mbongo yo ba chinois. Ça se passe à Tsingidi, ça se passe à Mbinda. J'en peux aller vérifier. Ouais, c'est des questions de souveraineté déjà là. Donc pour revenir à ce qu'on disait, à ce que je disais, le Congo est le 3e producteur d'Afrique noire, membre de l'OPEP+. Avec une production de pétrole qui lui permet de rêver de faire comme le Qatar. Je crois qu'on l'a dit à l'une de nos émissions, à l'une de nos communications. Le potentiel du Congo-Brazzaville permet de faire du Congo-Brazzaville un pays comme le Qatar en termes de développement. Les Qataris, au début, c'était des Bédouins qui vivaient dans le désert, ils vendaient les perles.
Et puis il y a eu le boom pétrolier dans les près de 50 ans. Ils ont fait de leur pays ce qu'on voit aujourd'hui. C'était une colonie anglaise, comme nous l'avons été, nous, colonie française. Le Qatar aujourd'hui a un niveau de vie, mais tout le monde regarde. Il gère une partie du monde aujourd'hui. Donc le Congo-Brazzaville, au cœur du continent africain, avec son potentiel, et là on regarde que le pétrole, on n'a pas de gars d'ailleurs, a le potentiel, a la capacité de faire de ce pays le Qatar. Les chiffres que vous citez, vous savez, ça donne le tournis. On va les citer. Au bout du compte, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens, de ces bandits? C'est plus que les bandits, de ces criminels. Comment les Congolais osent-ils se poser des questions, s'interroger et réfléchir autour des criminels? Ce sont des criminels. Si on ne règle pas leurs questions, si on ne les ôte pas de là, par les moyens qu'autorise la résistance, ces gens feront pire. Ils ne comprennent pas qu'ils bousillent le pays avec cet argent. Pour eux, 1 milliard, c'est ce qu'on donne le matin à madame, à la copine pour aller faire le marché. Oui. Alors, mon colonel, je voulais un peu comprendre avec vous parce que finalement, il faut qu'on arrive quand même à comprendre qu'est-ce qui se passe réellement au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de citer ici des chiffres, vous l'avez même dit, finalement. 1 milliard, les gens ont l'impression qu'on parle de 1000 francs CFA, on parle des milliards, des milliers de milliards que les gens prennent comme ça, à tour de bras, et vont planquer. Dans le même temps, vous l'avez signalé d'entrée de jeu, la misère, au Congo, elle est perceptible, elle est indescriptible aujourd'hui. Le Congolais est, pour juste un rappel, c'est 70% de la population, une petite population de 6 millions à tout casser, 70% de cette population vit dans une précarité absolue. Et dans le même temps, on apprend également, et dernièrement, ça ne date pas de longtemps, de 2020 à 2022, 160 milliards de francs CFA ont été détournés au ministère de la Santé. 160 milliards de francs CFA, une somme astronomique allouée au ministère de la Santé et détournée entre 2020 et 2022. Le chiffre est issu d'un rapport de l'ONG publié Ce que vous payez Congo. Alors que le développement du système de soins congolais est à la peine, l'enquête met le doigt sur la transparence de la gestion des finances publiques du pays. Les budgets de 2011, 2012, 2013 jusqu'à maintenant, c'est le même constat. On a construit un centre de dialyse à Pointe-Noire équipé, tout comme à Brazzaville, mais qu'on n'a jamais vu. Le dispensaire qui était prévu d'être construit au sein de l'aéroport international de Maya-Maya n'existe pas. Le CC de Kinshasa n'existe pas. Les 3 laboratoires, donc un laboratoire pour les produits génériques, pour la qualité des eaux, ordonnancés, mais jamais réalisés. Exemple criant des dysfonctionnements du système hospitalier au Congo, le centre de dialyse de Pointe-Noire, un projet qui n'a jamais vu le jour. Prévu depuis 2011, ce bâtiment jusqu'en 2014 n'existait pas. Et à la direction départementale de la santé de Pointe-Noire, on ne savait même pas si ce projet était prévu. Le rapport de Publier ce que vous payez Congo évoque également la gratuité de la césarienne, censée être garantie par un décret datant de 2011. Pourtant, 94 femmes ont confié à l'ONG ne pas avoir pu en bénéficier. Lorsqu'on t'emmène au bloc opératoire, on appelle ta famille et on lui dit que pour l'opération, il faut 65 000 francs CFA. Si tu n'as pas d'argent, on te néglige. Ceux qui payent, c'est d'eux qu'ils s'occupent en premier. Mon enfant, je l'ai perdu à cause de ça, parce que j'avais déjà passé 3 jours au centre de santé de Diosso et 2 jours à l'hôpital général. J'ai perdu du temps. On m'a opéré le 3e jour vers 20 h. Mon garçon est mort parce que je n'ai pas pu payer. Le ministère de la Santé a refusé de commenter le rapport, car les années épinglées datent d'avant l'arrivée de l'actuel ministre de la Santé, Gilbert Mokoki. 160 milliards détournés au ministère de la Santé. Et voilà. Le ministre n'arrive même pas à reconnaître qu'il y a ça. Il dit, vous n'étiez pas là, c'est pas moi le voleur est celui qui était là avant moi. Voilà. Alors que c'est la continuité de l'administration. Mais si déjà, en fait, il serait normalement le premier à être intéressé de cette information. Curieusement, il repousse, il rejette le tout, comme pour dire, écoutez, passez, il n'y a rien à voir, ainsi de suite. Alors, je vais
En fait, ma question, c'était de comprendre, parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, on exploite de l'or chez nous, du cuivre, du fer. Tout ça, les Congolais ne le savent pas, curieusement. Il y a un potentiel coltan. Le pétrole est devenu, en fait, une propriété des Guesso, on l'a spolié aux Congolais, ça tout le monde le sait. Et bref, mais comment expliquer ça? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'incompétence. Est-ce que réellement, et c'est là où moi je veux comprendre, est-ce que réellement c'est de l'incompétence ou c'est un mode de gouvernance qui consiste évidemment à maintenir les Congolais dans la précarité, dans la souffrance carrément, à faire des Congolais des esclaves? Je pense qu'il y a les deux en même temps. Quand vous tenez quelqu'un par la panse, c'est-à-dire que pour manger, il dépend de vous, vous le tenez. Et le régime qui est là, le dictateur Sassou et sa bande, et sa clique, essaie de tenir le Congo par la panse, les Congolais par la panse. C'est-à-dire que tous les matins, quand il va se lever, il va voir le chef Mokonzi. En tout cas, papa, mon fils n'a pas mangé. Et comme ça, le gars sort des billets de francs CFA, il donne, et il y a comme une relation de main tendue, la main qui, comme on dit, la main qui donne au-dessus de celle qui reçoit. Sinon, comment comprendre que dans un pays où ces chiffres sont donnés, les chiffres donnés, comme je l'ai dit dans le tour, comment comprendre qu'on soit encore là à vivre dans notre environnement, des gens qui le matin au soir n'ont pas mangé? Comment expliquer des gens qui, pour des médicaments, n'arrivent pas à trouver, d'ailleurs, il y a quelques années, j'espère que ça a été réglé, pour monter au CHU, au niveau de l'ascenseur, il fallait louer nos frères de la RDC qui te portaient à dos pour monter les escaliers. Donc, il y a aujourd'hui une volonté de nuisance. Vous avez posé la question, est-ce que c'est uniquement de l'incompétence? Je dis que c'est l'incompétence ajoutée à de la nuisance, à de la volonté de dominer par les moyens négatifs. Et quand on pourquoi on devrait traiter les Congolais comme ça? Pourquoi? J'ai peur que ça nous soit dans le subconscient de leur jeunesse. Parce que, vous savez, il y a un volet qu'on peut soulever. Quand on va fouiller dans son histoire, sa jeunesse, ses humiliations permanentes, ses échecs permanents, vous vous rendez compte qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas à sa place parce que c'est un revanchard permanent. Il veut se venger et il n'est pas suffisamment rassasié de sa vengeance. Il y a une jeunesse, quand on la prend quand on recule, d'échecs même dans la pêche, parce qu'il a été pêcheur hein, dans ses débuts, dans les environs de Yo. Et même, alors, c'est parfois gênant, mais il s'appelait Sassou avant. Ceux qui l'ont connu avant s'appelaient lieutenant Sassou, avant de devenir Sassou Nguesso. Mais il y a une explication. Bon, je ne rentre pas là-dedans parce que c'est parfois pas trop propre, vous voyez. Mais donc, quand vous creusez, quand vous regardez, Anga, pourquoi, je prends des exemples connus, hein, que nous avons connus dans nos casernes. Pourquoi il a marché sur le cadavre d'Anga en disant parle encore, Loba Lissous. Pourquoi la mono? Parce qu'au niveau des parachutistes, au niveau du GAP, Anga l'a amené à sauter en parachute, à tomber, et vous voyez qu'il traîne un tout petit peu le pied. Il s'est retrouvé en RDA pendant qu'il y avait, je crois, le congrès de 74 à Brazzaville. Il était en RDA pour se faire soigner. Et comme c'était un rancunier, la rancune, il a une dent dure. Une rancune tenace. Et vous voyez quand même sur le champ politique, et même contre la population qu'il prétend gérer, pour laquelle il prétend créer un avenir, il a une revanche de la conférence nationale. C'est un moment de difficulté. Ah oui, ça, surtout ça, il n'a jamais digéré ça, en fait. Mais digéré. Son échec en 92, il n'a jamais digéré. Dès qu'il est parti, il allait se préparer pour revenir. C'est pour ça que même quand on parle du 5 juin 97, il faut rappeler aux gens que ce n'est pas le 5 juin, c'est le 4 mai à Ouando. À Ouando qu'il est allé, il a fait tuer on connaît les assassins. C'est à Boya. C'est une grosse bonne aventure qui a bâti les policiers en fonction. À Ouando, le 4 mai, parce qu'il voulait qu'on le porte en tipoy. Il voulait arracher l'honneur, arracher, c'est pas l'amour, c'est la soumission des populations à Ouando, en se faisant porter sur le tipoy, qui est un signe de dignité, de respect. Et ça se termine par un carnage, ça se termine en Pilat, où les autres viennent se cacher, ça se termine par ce qui s'est passé le 5 juin 97. Aujourd'hui, beaucoup de ses collègues qui ont cheminé avec lui, qui ont fait ce qu'ils ont fait en 97, majoritairement, le regrettent, beaucoup sont sous terre.
les Ntsuru sont partis. Vous voyez, les commissaires sont en prison. Les Motando sont partis. Est-ce pour autant, lorsqu'on est chef de l'État, on peut continuer à garder une telle hargne pour venger contre qui? Parce que le pouvoir, lorsqu'on a une petite dose de sagesse, s'impose tout de même. Mais, oui, Georges. Christian, tu poses la question au colonel. Je veux aussi en rajouter, s'il te plaît. Je pense qu'il faut comprendre aussi la nature ou le rapport propre de M. Denis Sassou Nguesso vis-à-vis du peuple congolais, qui est très conscient de tout le mal qu'il a fait à ce pays depuis qu'il est aux affaires. De toutes les façons, on ne va pas en faire une radioscopie ici. Les Congolais le savent. Alors, M. Denis Sassou Nguesso sait très bien que les Congolais, le sachant, ne l'aiment pas. Et lui, il leur rend aussi la monnaie en disant « Je sais que vous ne m'aimez pas, mais moi, je ne vous aime pas non plus. Mais pour l'instant, je suis au pouvoir et vous allez en baver. » Et il n'a pas arrêté d'en faire baver aux Congolais. Il y a une image qui me revient, colonel, c'est quand il reprend le pouvoir, après avoir fait une guerre incroyable, le coup d'État en question, eh bien, il se retrouve à Pointe-Noire, et puis il vise les dignitaires de Pointe-Noire, pendant que Lissouba était au pouvoir, et il trouve que les gens de Pointe-Noire ont mal fait que M. Lissouba puisse acheter des armes qui étaient destinées à l'armée. Il avait la légitimité de cela. Vous voyez un peu la façon dont il s'est exprimé vis-à-vis des gens de Pointe-Noire. Donc, je crois que quand même pour bien... D'ailleurs, pardon, Georges Goma, pendant que vous le dites, c'est toujours bien d'illustrer ça. Je vais proposer donc à nos téléspectateurs cet extrait d'entretien entre, disons, Denis Sassou Nguesso et les dignitaires de Pointe-Noire. Suivez. Très bien. Je dois dire qu'à certains moments, nous étions furieux. Nous étions furieux avec nos amis qui étaient à Pointe-Noire parce que nous ne comprenions pas comment ils n'arrivaient pas à monter un commando avec des grenades pour aller détruire ces hélicoptères au sol en cours de montage. Nous avons donné ces instructions-là. Nous avons dit, si vous avez les capacités, détruisez-nous ces hélicoptères au sol au moment où on les montait. Nous avons suivi tout le montage des hélicoptères. Donc, vous devez savoir que c'est à Pointe-Noire, pendant plusieurs semaines, que les hélicoptères de la mort ont été montés. Et là où je refais les reproches, c'est d'avoir permis, un peu passivement, à Pointe-Noire, qu'ils fussent montés comme ça, sans... Peut-être vous n'en avez pas la capacité, que vous n'avez pas les moyens. Il y avait peut-être des canons et tout, mais enfin la situation n'était pas la même, mais c'est à Pointe-Noire. Bien voilà, alors, chers téléspectateurs, vous avez vu, alors Georges, nous avons entendu Denis Sassou Nguesso s'en prendre aux dignitaires de Pointe-Noire, comme quoi, pourquoi vous n'avez pas fait exploser ce matériel, pourquoi vous n'avez pas mis des explosifs, c'est lui qui le dit, hein, alors qu'il n'est pas encore au pouvoir, donc en fait des actes terroristes. On peut le dire comme ça. Mais moi, je posais la question au colonel. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Congrès pour la Renaissance du Congo, le CRC. Lorsqu'on est arrivé au pouvoir, après toute cette bataille, est-ce qu'on est bien obligé de garder cette haine, de chercher à venger contre une population? Et tout à l'heure, Georges a dit, il est conscient que les Congolais ne l'aiment pas, lui aussi n'aime pas les Congolais, mais est-ce qu'on a besoin de se faire aimer lorsqu'on est président de la République? Ou bien c'est un bien commun, on vous le confie pour voir ce que vous êtes capable de faire pour le pays? Avec un président de la République, c'est un père de famille. Et la famille, c'est la République, c'est la nation, c'est le Congo. Un père ne se venge pas contre ses enfants. On ne se venge pas contre ses enfants. Quels que soient les problèmes, quels que soient les actes qu'ils ont posés, quel que soit le passif que vous avez. Or, le président actuel se venge en permanence contre le Congo. Enfin, on a eu l'occasion de le dire. Mais est-ce que c'est un, pardon mon colonel, est-ce que c'est un manque de culture de la gestion de la chose publique finalement, manque de connaissance de ce que c'est qu'un État? À 40 ans, il est quand même à 40 ans de pouvoir. Est-ce qu'on peut penser qu'il lui manque vraiment ces notions-là de gestion d'un pays? Je ne lui ferai pas ce procès, ce serait gentil d'ailleurs. On pourrait l'excuser. On dirait, bon, c'est pas sa faute, il ne sait pas ce que c'est un État, il sait très bien. Il sait très bien. Il a géré des unités, comme on dit, il a été chez les parachutistes, il a été ministre.
là encore c'était notre volet, tous les crimes qui ont été commis, dont on ne parle pas en 1977. Mais je pense que c'est par volonté de nuire qu'il le fait. Parce que quelqu'un qui ne sait pas, c'est pas sa faute. À la limite, on peut lui dire, bon, viens, on va te dire comment on fait. Mais il sait ce qu'il faut faire. Et sachant ce qu'il faut faire, il s'organise pour nuire, pour ne pas réussir ce qu'il faut faire en fait pour sauver ce Congo. Et il s'entoure malheureusement de criminels. Parce que quoi qu'il arrive, ceux qu'ils oublient, lui en tête et les autres, c'est qu'ils seront jugés. Les Congolais vont les juger pour savoir la question que vous posez, pourquoi il le fait. Pourquoi il le fait, c'est bien de savoir pourquoi il le fait. Donc, qu'il ne se fasse pas d'illusions, c'est bien de rouler les mécaniques, c'est bien de rouler dans les 4x4, c'est bien de faire des conférences de presse où on vient, j'entends le Premier ministre Colonel Makosso essayer d'exhiber des projets auxquels il ne croit pas lui-même. Je vois M. Pierre Mabiala avec sa tunique rose comme un prisonnier en train de distribuer les terres, de casser les maisons de tout le monde et de fuir, de prendre ses responsabilités. On voit tous la technique en train de fonctionner. Ils vont répondre de leurs actes. C'est inévitable. Ils vont répondre. Parce qu'on ne peut pas expliquer ce qu'ils font aujourd'hui. Ce n'est pas compréhensible, ce n'est pas recevable pour un esprit sain. Le Congo a le potentiel du Qatar. Dolisie était au même niveau de développement en 1960 que Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Je parle de Dolisie, je ne parle pas de Pointe-Noire même, je ne parle pas de Brazzaville. Comment expliquer que ce pays, avec ce potentiel, se retrouve en déliquescence aujourd'hui? On ne peut pas le comparer aux autres. On ne peut pas prendre l'exemple de quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs CFA, qui a des enfants, qui donne 30 000 à sa femme, la femme se plaint et les enfants. On ne peut pas le comparer à quelqu'un qui gagne 10 000 et qui donne 8 000. Il pourrait dire, mais moi je te donne 30 000, mais l'autre là-bas donne 8 000. Mais non, l'autre gagne 10 000, toi tu gagnes 100 000. Le Congo a un potentiel qui nous permet, je répète, de faire comme le Qatar. Tout à l'heure, vous avez parlé de 133 000 milliards. Je pense que ça, c'est la partie visible de l'iceberg. 133 000 milliards de francs CFA. Vous savez, on a du mal à croire à ces chiffres. Pour les étrangers, on se dit, bon, les Congolais, ils veulent faire le Matalana, ils veulent raconter des histoires. Mais c'est vrai. De 2002, je crois, à 2020, quand on fait le point de ce qu'ils ont dépensé eux-mêmes avec des justificatifs, ils ont construit des éléphants blancs, c'est comptabilisé. Ils ont acheté des armes, c'est comptabilisé. Ils ont construit un semaine de route, ils ont fait la municipalisation accélérée, c'est comptabilisé. Quand on fait le point de ce qui est entré sur la base des données, prix du baril, nombre de barils, ainsi de suite, et on fait le point sur ce qui est sorti, ce que vous avez dépensé, on regarde, il y a un trou de 133 000 milliards de francs CFA. Comment on peut vivre avec des gens comme ça? Comment le comprendre? Comment recevoir? Moi, j'ai du mal à recevoir ça. Et vous savez, c'est ça qui nous maintient dans la résistance. Parce qu'ils avaient travaillé correctement. Même si on peut leur reprocher l'arrivée au pouvoir par la force, avec les morts qu'ils ont occasionnés, pour lesquels il faut répondre. S'il avait travaillé normalement, vous croyez qu'on aurait eu le courage d'ouvrir nos bouches? Non, non, non. Et qu'on lui dirait, non, mais vous faites du bruit pour rien, il travaille, il a construit le pays, pourquoi vous voulez qu'on parle? Mais c'est là tout le problème. Tout à l'heure, peut-être, pardon, colonel, tout à l'heure, Georges va prendre la parole. Il faut juste simplement rappeler, comme vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, il vient avec, par les moyens que connaît tout le monde d'ailleurs, disant, il vient par un coup d'État militaire qui a fait près de 400 000 morts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un expert d'ailleurs français des renseignements. Pas lieu. On ne parle pas de ça. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. On n'en parle pas non plus. 400 000 morts au Congo, et ils étaient même étonnés que personne n'en parle finalement. Et vous évoquez aussi tout cet argent détourné qu'on a essayé un peu de répertorier, mais il y en a plus que ça, on ne pouvait pas tout citer ici. Je ne sais même pas si les Congolais savent que finalement tous les exploitants du bois au Congo payent des taxes, et c'est à hauteur de 7 milliards par année, et cet argent n'est jamais passé au trésor. Même l'argent du pétrole ne va jamais au trésor, des minerais ne vont jamais au trésor. Donc depuis un certain moment, tout l'argent des ressources économiques, financières du Congo ne passe plus par le trésor. On comprend très bien la nature de ce régime, j'allais dire de prédation ou d'occupation. Mais alors, maintenant qu'on est face à un tel régime, et lorsqu'on parle parfois d'une insurrection, parce que c'était ça un peu le
mot d'ordre, en fait, du CRC, c'est ce que j'ai cru comprendre au départ. Comment faire pour que cette dynamique puisse finalement se réaliser? Puisque vous êtes à l'étranger. Oui, nous sommes à l'étranger, mais en même temps, nous sommes sur le territoire. Vous savez, on rentre sur le territoire quand on veut, on sort quand on veut. Hein. Bon, ça, on peut faire un débat autour de ça. C'est notre pays. Voilà. Quand on veut, on y entre.